Qu'est-ce que l'art? Est-ce qu'il est à même de faire exister ce que Malraux appelait la part d'éternité qui sommeillerait en chacun de nous? Et pour essayer de donner une première réponse à cette question, j'ai passé la parole à un artiste, un créateur, à Jean-Michel Guénassia. Et voilà, il va nous expliquer comment. Le pacha Mohamed Ali en Égypte au XIXe siècle n'avait aucune conscience des trésors artistiques de l'Égypte ancienne. Et quand Napoléon ou les autres lui demandaient des œuvres, il dit mais prenez ce que vous voulez, ça n'avait pas de sens pour lui. Donc l'art est une notion purement temporelle. Ce que nous considérons comme de l'art aujourd'hui ne l'était pas il y a quelques siècles. Jusqu'à l'éruption de Duchamp. Est-ce que ce que fait Duchamp, c'est de l'art? Jeff Koons, je ne sais pas. Donc voilà, c'est... Merci. Oui, je pensais quand vous avez parlé de l'art, les gens des cavernes, hein, je pensais un dessin que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps, qui représente justement l'intérieur d'une grotte, donc il y a longtemps, et effectivement un homme de l'époque qui est en train de dessiner, je sais pas, une espèce de taureau, enfin comme on en voit dans les reproductions de Lascaux. Et il y a une dame, enfin, il y en a qui est là, qui regarde, puis qui lui dit, mais à part ça, tu fais quoi comme métier? Cueillette, labourage, etc. Parce que, bon, ça lui paraît pas très sérieux déjà l'art. Qui est une des choses effectivement qui a pu, à un moment ou à un autre, être, disons, considérée, enfin, c'est une des choses qui a pu être objectée face à certains artistes. Je pense à des parents en disant, mais bon, écoute, passe ton bac d'abord et apprends un métier, quoi. Mais sur l'art et sur, au fond, qu'est-ce que c'est finalement la création, Agnès? J'aurais peut-être souhaité arriver dans la discussion différemment et réfléchir à la manière dont la création peut-être fabrique la culture. Mais je ne sais pas très bien. En fait, sur la question de l'art et de l'art chez Malraux, j'avais envie de réagir au grand sujet que vous nous proposiez d'attraper collectivement ce soir, cette culture en grand. Mais peut-être que ce sont des choses que vous avez déjà réfléchies et posées pendant les 2 jours qui viennent de se passer. Je n'étais pas là. L'idée que c'est une culture qui est à la fois philosophique, émotionnelle et qui est actée dans des espaces-temps. Et l'idée que ce soit une culture philosophique, ça permet véritablement de comprendre, me semble-t-il, l'art, dans la mesure où il s'agit véritablement d'avoir une intellection assez fine, du trio intellectuel entre Nietzsche, Malraux et Gaëtan Picon, et que précisément c'est l'interprétation que Nietzsche rend et livre de l'art qui permet de comprendre la culture. Sur le plan numéro 2 de la question des émotions et d'une culture émotionnelle, ça implique, me semble-t-il, la place tout à fait décisive de l'amour comme moteur de décision, puisque la culture elle-même est amour, quand elle propose que l'art, finalement, puisse être accessible à l'ensemble de l'humanité par l'amour, à l'occasion d'une cérémonie amoureuse, à l'occasion d'une cérémonie passionnelle, pour que, dit-il, les hommes tombent en amour face aux œuvres d'art qui sont là en présence et héroïques. Et puis, la culture actée dans les espaces-temps, ça implique une culture qui a de la valeur et qui va déployer ses valeurs quand elle se matérialise et quand elle grandit dans des politiques publiques. Mais donc ça, j'imagine qu'on pourra en discuter plutôt dans le 3e point. Je vais passer la parole. Voilà. Merci. Alors, oui, je crois que ce que disait mon collègue à propos de l'art nous ramène toujours à la définition que l'on se donne de l'art. Si on veut parler d'art, il faut d'abord dire, oui, mais
Qu'est-ce que vous entendez par l'art? Comment le définissez-vous? Comment définissez-vous? Comment l'entendez-vous? Parce que à l'époque de Malraux, lorsque Malraux parlait d'art ou de culture, il était déjà au milieu du XXe siècle, un peu à contre-courant de son époque, où de plus en plus on voyait l'effervescence de la culture de masse et d'un art de masse, d'un art produit industriellement, pour reprendre les paroles ou le concept de Théodore Adorno. Donc, pour Malraux, si on parlait de musique, par exemple, pour lui, ça faisait automatiquement référence à la musique classique, alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'art et de musique, eh bien, on parle de chansons, de musique populaire, de rap, et on ne pense pas forcément ou spontanément à la musique classique. Donc, déjà, il y avait chez Malraux une préoccupation toujours du classicisme lorsqu'on parlait d'art, de culture ou de musique. Et je crois que c'est un élément important et je vous remercie de l'avoir introduit. Juste dire, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, si on avait demandé à Jean-Sébastien Bach ce qu'il faisait, il aurait dit « je fais de la musique religieuse ». Pour lui, c'était absolument pas de l'art. Il servait la foi. C'est nous, aujourd'hui, qui avons décidé d'écouter Jean-Sébastien Bach en dehors des églises, enfin des concerts, déconnectés en réalité de la foi qui a construit son œuvre. Donc il y a 300 ans d'écart entre nous, quoi. Merci. Oui, vous disiez, bon, à propos de la musique, que effectivement, Malraux, pour lui, la musique, c'est la musique classique. Et c'est vrai que, bon, il écoute quand Madeleine jouait du piano, il écoute, etc. Mais je rappelle quand même que quand il avait, c'est autour de 19 ans, et pas d'argent, avec Pascal Piat, ils allaient chanter dans les cours à Montmartre pour se faire envoyer dans les cours des sous qu'ils ramassaient. Donc la chanson a fait partie, il a eu un répertoire de chansons avec Pascal Piat quand il était très jeune. Alors, sur cette question, au fond, mais qu'est-ce que c'est que la création? Qu'est-ce que c'est que l'art? Je vais peut-être passer la parole à Guillaume. Pour réagir à ce qui a été dit par nos confrères et collègues ici présents, moi j'aurais envie de repartir d'une idée que Malraux développe dans son discours pour l'ouverture de l'exposition d'art nègre aux Galeries nationales du Grand Palais en 1966, qui est en fait qui éclaire un peu l'histoire de l'art et donc les débats autour de la conception de ce qu'est l'art. C'est que quand on ouvre cette exposition sur l'art nègre, il rappelle une chose toute simple, c'est que jusqu'au début du XXe siècle, quand on parle d'art et d'universalisme de l'art, donc de la culture, de la diffusion, on parle en fait de théories qui sont basées sur, en réalité, les normes gréco-romaines, et donc une échelle de référence très occidentale. Et avec l'éruption de l'art africain, on passe sur complètement autre chose. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à retrouver dans les différentes cultures au niveau mondial un génie qui fasse le pont entre les différentes cultures et qui amène à une culture collective. Donc la question, pour réussir à s'identifier entre les peintures pariétales, la chanson moderne, la chanson religieuse, c'est un peu, si on reste dans l'esprit de Malraux, réussir à trouver qu'est-ce qui fait que ça nous parle encore aujourd'hui et en quoi est-ce qu'on peut se retrouver dans ces différents types de créations en dépit des distances de lieu et de temps. Voilà ce que je pourrais dire. Je crois que l'art est un concept vraiment mou et malléable selon les époques et selon les individus aussi. Bon, si on se réfère à ce que Malraux mettait dans l'art, il faut prendre ces deux bouquins, le musée imaginaire et l'autre. Oui, il y en a plusieurs. Et bon, moi, je les ai un peu relus. Et je dois dire que sont revenus à mon esprit des
commentaires qu'avaient fait mes parents. Excusez-moi de m'introduire ma personne, là, mais j'ai connu extrêmement tôt ces bouquins parce que ma mère a fait en 1953 le catalogue du Louvre et mon père était historien de l'art et il trouvait que c'était épouvantable les bouquins de Malraux. C'était absolument contraire à toute la didactique, tout ce qui était didactique, muséographique, antidémocratique, parce qu'il faut bien dire que c'est pour faire des jonctions entre des œuvres aussi diverses. Malraux dit que heureusement qu'il y ait la photo pour le permettre, ça, d'accord, mais même avec la photo, c'est quand même un art, l'art, quelque chose d'élitiste pour Malraux. Et moi, quand j'ai relu ces bouquins là récemment, je suis tombée assez d'accord avec ce que disaient mes parents. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça extraordinairement confus et passéiste. Oui, voilà. Merci. Donc, tu n'as pas été sensible à une idée fondamentale de Malraux qui est la métamorphose, qui est le fait que deux œuvres d'origine, d'époques différentes, placées côte à côte, dialoguent, et que le sens de chacune, voilà, enfin, sa conviction profonde, c'était que c'était pas en apprenant aux gens quelque chose que on pourrait, et on l'a vu dans ces 2 jours, mais il voulait, c'était provoquer que les gens puissent ressentir directement une émotion au contact des œuvres. Et une émotion qui allait leur faire, du coup, les faire accéder à quelque chose à quoi ils n'avaient pas accédé jusque-là. Bon. Alors, oui, pardon. C'est une très belle idée, mais je pense qu'elle est un petit peu dans le domaine du rêve et de l'utopie. Bon, écoutez, on verra si on en discutera comme ça. Alors, je voudrais passer au deuxième point, parce que, bon, comme on a pris beaucoup de retard, il ne faut pas non plus qu'on vous libère trop tard. Alors, le deuxième point, au fond, c'est, je vous ai dit, puisque après, en premier, j'ai dit l'art pour chacun de nous et l'art pour notre société. C'est-à-dire quels moyens on a de faire advenir cette part d'éternité dont parle Malraux, puisqu'il considère que l'art fait surgir de nous une part d'éternité. Quels moyens on a de la faire advenir dans une société, une population, enfin, bon, en France par exemple, puisque c'est là. Et donc, comment faire pour que chacun, enfin chacune, puisse connaître l'émotion que l'on ressent au contact direct des œuvres, comme je viens de le dire. Alors, sur cette, au fond, début de musée, parce que Malraux, finalement, je veux dire, pour tout ça, il proposait le musée imaginaire, donc c'était les images côte à côte, les maisons de la culture, où là, les gens pourraient voir directement des œuvres, disons des œuvres d'art, mais aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, Agnès? Aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que la question de l'élitisme pour tous, et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois dans la pensée de Malraux, qui était quelque chose de très beau et quelque chose qui, je crois, au contraire, est extrêmement contemporain. C'est-à-dire que, en fait, quand on réfléchit précisément, me semble-t-il, à la culture en grand, on s'inscrit très loin de ce que l'on pourrait appeler, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé la question dans les 2 jours qui viennent de s'écouler, on est très loin de cette omnivorité culturelle qui est, me semble-t-il, quelque chose qui nous tire vers le bas, mais que précisément la culture en grand, ça veut dire cet élitisme pour tous, ça veut dire le très difficile pour tous en faisant confiance précisément à cette force des émotions et à cette force de l'amour. Et je crois que pour bien comprendre ça, il faut avoir dans l'idée que c'est quelque chose qui est défendu parce que ça repose sur l'extase stendhalienne, parce que ça repose sur Kant, parce que ça repose aussi sur cette grande vitalité définie par Nietzsche dont je parlais il y a un instant, c'est-à-dire que Malraux, lorsqu'il propose cet élitisme pour tous, c'est véritablement dans cette espèce de
de grand embrasement parce qu'il considère que la culture, entre esthétique et expérience, entre affect et magie, est la seule qui est capable de provoquer, d'enclencher des spasmes amoureux qui se trouvent précisément et qui peuvent advenir à l'arête du Grand Musée imaginaire, à l'arête de l'univers des formes. C'est-à-dire que pour répondre directement à la question sur le hic et nunc, sur le tout de suite maintenant et même sur demain, moi je pense que tous les espoirs et toutes les espérances sont dès lors autorisés parce que le cloud du contemporain extrême, moi je crois qu'il est profondément malrussien. Guillaume Alors effectivement, le cloud est peut-être malrussien dans sa volatilité et et la multiplicité des formes d'art qu'on peut y trouver. Pour ma part, je dois dire que étant parmi les plus jeunes dans cette salle, puisque j'ai 33 ans et que je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit plus jeune que moi ici, j'aurais plutôt une forme, on va dire, d'hésitation face à la culture moderne. Pas pour la rabaisser ni pour dire que c'était mieux avant, mais plutôt pour dire que de façon générale, j'ai le sentiment que la culture, en dehors des formes passantes, le dernier tube qui vient de paraître, le dernier roman qui vient de paraître, que la culture au sens du savoir et de la culture générale, c'est quelque chose qui tend à redevenir, comme c'était le cas il y a un siècle ou deux, un phénomène de cabinet. Je pense pas aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de monde qui lise Malraux, par exemple. Je pense que c'est quelque chose qui c'est très restreint et voilà, peut-être, mais voilà, le fait est que quand j'étais collégien ou lycéen, on m'a jamais parlé de Malraux. Moi, j'ai découvert Malraux assez récemment. J'ai découvert il y a 2 ans quand on m'a demandé de faire un livre autour de la diplomatie culturelle. Et c'est là seulement que je me suis mis à lire Malraux. Autrement, tout ce que j'en connaissais, c'était le « rentre ici, Jean Moulin », qui me semblait assez dément entre nous. Et voilà. Et le fait est que je pense qu'il y a toute une part de la culture, et c'est un peu tragique pour la conception de Malraux, qui en fait va être amené à devenir un savoir un peu archéologique, et pas une culture vivante. Maintenant, voilà, c'est un point de vue peut-être un peu négatif pour l'avenir, mais c'est un peu ce que je vois venir. Voilà. Oui, oui. Entre ici Jean Moulin, si je comprends bien, ça vous a pas fait une impression, disons, magnifiante. Mais bon, il se trouve que moi j'ai assisté à la cérémonie de panthéonisation et parce que comme je commençais ma thèse sur Malraux et gaullisme à ce moment-là, des personnes bienveillantes que j'avais commencé à contacter, à dire bah oui, je vais faire une thèse sur, etc. Par je ne sais pas quel moyen, avaient envoyé une invitation pour que je sois dans une tribune officielle le jour donc de cette cérémonie. Et je me suis retrouvée tout en haut de la tribune qui était et en bas. Mais alors lui, il restait debout. De Gaulle et juste devant Malraux, devant ce pupitre avec le vent, la mèche qui s'en allait. Et je dois dire, il faisait un froid du genre -20. Et je dois dire que moi, j'ai eu une vraie émotion en écoutant, parce que les paroles, je trouvais, étaient très fortes, mais en même temps très poétiques. Je trouvais que c'est une création artistique, c'était une création littéraire. Alors aussi, disons une création politique, mais ça avait une beauté qui, en tout cas, moi, m'avait beaucoup ému. Mais bon, disons que c'est dans le monde d'avant, hein. Voilà, si on veut. D'accord. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Oui, c'est vrai. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et Malraux s'est toujours préoccupé précisément de la circulation de la culture. Les maisons de la culture, le but, c'était de faire circuler la culture. N'oublions pas que Malraux n'avait pas de formation universitaire, n'était pas historien de l'art de formation, même s'il a été, par ses écrits, un historien de l'art important et influent et qui est un peu à contre-courant aussi, en effet. Donc, la circulation de la culture, Malraux en parle en disant qu'au début du 20e siècle, même les artistes, les créateurs avaient très peu de sources pour voir les œuvres, les classiques, etc. Il fallait aller au musée, les livres étaient en noir et blanc, il n'y avait pas Internet évidemment, donc c'était assez limité. Et Malraux, je le disais, n'a pas eu
d'éducation universitaire, mais il a eu une éducation communiste. Il est allé chez les communistes, il était un communiste fervent, et donc non, alors sympathisant. Voilà, je rectifie. Il s'est battu pour des causes aux côtés des communistes. Voilà. C'est eux qui étaient, au fond, les plus efficaces, organisés dans ces années-là. Voilà. Et mon point dans tout cela, c'était la question de l'art bourgeois. Qu'est-ce qu'on fait avec l'art bourgeois? Est-ce qu'on doit l'oublier ou si on doit au contraire le rendre accessible au plus grand nombre? Et Malraux a choisi la deuxième solution, c'est-à-dire rendre l'art bourgeois, qu'on appelait à l'époque l'art bourgeois ou l'art classique, le rendre accessible au plus grand nombre. Et donc, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure avec mon collègue sociologue de la question de l'Internet, les réseaux sociaux qui font en sorte que l'art circule, on peut visiter les musées virtuellement. Donc ça, aujourd'hui, Hic et Nunc, ça rejoint cette idée, ce souhait de Malraux de rendre l'art, de rendre la culture beaucoup plus accessible et accessible à tous. Et je terminerai en disant que précisément, Malraux, si on voulait décrire sa conception de la culture et sa mission, les maisons de la culture par exemple et tout le reste, eh bien, on pourrait dire que c'était le contraire du nivellement par le bas. C'est-à-dire le nivellement par le bas, c'est la facilité, ce qui est futile, ce qui est anecdotique. Malraux voulait faire exactement le contraire, c'est-à-dire rendre accessibles les œuvres les plus élevées, les plus immortelles. Il parlait toujours de cette idée que l'art et la culture nous permettaient d'échapper à la mort. Et donc, cet art, cette culture qui se transmettait au fil des générations et des siècles, eh ben, c'est le contraire du nivellement par le bas qui est finalement la culture de masse à très court terme. Jean-Michel, oui, deux points. En France aujourd'hui. J'ai l'impression, enfin, on entend souvent parler que aujourd'hui tout est art. Et donc, c'est une absurdité, parce que si tout est art, on est confronté à un problème de choix. On peut pas tout regarder et tout accepter. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'affect et l'émotion, on a aujourd'hui un grand problème avec l'esthétique. Il n'y a plus de philosophie de l'esthétisme et du beau. Et on a tous été confrontés à des œuvres soi-disant d'art entre guillemets qui sont exposées, qui valent des fortunes, qui sont de l'art conceptuel ou est-ce que le beau a encore un sens aujourd'hui dans notre monde? Alors, effectivement, c'est une vaste question. Bon, Malraux était ouvert à toutes les formes d'art pour, disons, les voir, parce qu'il était très curieux. Alors, c'est pas dire qu'il retenait tout, mais il acceptait de voir les choses, etc. Et je me souviens que à un moment où je travaillais sur ma thèse au ministère, et donc j'avais une petite table dans le bureau de Marcel Brandin, dont on a parlé à 2-3 reprises pendant le colloque. Et je disais, mais elle me disait, mais là en ce moment, Malraux, il a un rendez-vous. Et il avait un rendez-vous il était en rendez-vous avec une princesse iranienne qui faisait des sculptures à partir des os de poulet. Et je n'ai pas malheureusement su quelle appréciation Malraux avait donnée. Enfin, la façon dont son vieux pote, Marcel Brandin le connaissait depuis l'époque du lycée, suivait partout, disait ça. J'ai l'impression que Malraux avait regardé ça avec une certaine ironie. En tout cas, je n'ai pas vu d'exposition de ces sculptures à partir des os de poulet. Ça n'a pas été, en tout cas, retenu par, disons, l'action culturelle de l'époque, mais ça faisait partie un peu du folklore qui pouvait être autour de tout ça. Alors, on va passer à la dernière question, qui est donc le troisième point dont je vous parlais, c'est-à-dire l'art pour tout le monde, enfin pour le monde. Bon, Jean Viard tout à l'heure parlait de
espèce de planétarisation dans laquelle on est qui fait que, bien, par exemple, pour la pandémie, le monde entier a mis quelque chose en commun, en tout cas a lutté en commun contre cette bestiole qui, cultivée par un paysan, disons ce pangolin cultivé par enfin cuit, préparé en soupe par un paysan chinois, s'est traduit quelques semaines plus tard par plus de papier hygiénique au Monoprix de Melun. Donc, vous voyez, ça s'est fait. Il y a eu comme ça l'effet papillon, si vous voulez, à jouer. Et donc, la position de Malraux est sur la culture. Est-ce qu'elle peut créer, la question que je vous pose, est-ce qu'elle peut créer, est-ce qu'elle peut devenir un langage commun à tous les êtres de cette terre? Malraux pensait qu'il partagerait peu à peu, ces êtres de toute la terre, des références et des émotions en accédant à la création artistique mondiale. Donc, quid d'une culture planétaire, d'une fraternité nouvelle? On a beaucoup parlé de fraternité donc ces 2 jours. Est-ce que c'est, disons, l'impossibilité d'un rêve, une utopie? Que peut-on faire? Et quel rôle pour la diplomatie culturelle? Je passerai la parole à Marie-Christine pour essayer de répondre à cette question. Seule la culture peut unir les hommes sur cette terre. Je pense que c'est exactement le contraire. Alors explique-nous pourquoi. Parce que si on voit les exemples autour de nous, la culture est plutôt un moyen une expression de la rivalité, de la lutte, de l'agressivité, etc. On a pas mal d'exemples autour de nous. Pour revenir à la diplomatie culturelle, elle se développe énormément. La France a été la première, finalement, une des premières nations à commencer à travailler là-dessus, puisque ça date du 19e siècle. Et la grande époque de la diplomatie culturelle, ça a été les années, en fait, où Malraux était au ministère de la Culture, mais où tous les pouvoirs restaient aux affaires étrangères. Ça, il faut bien le souligner. Malraux n'a jamais eu dans son escarcelle la diplomatie culturelle. Jamais. L'ambassadeur qui nous a accueillis, Denis Beauchard, nous disait qu'il y avait beaucoup de textes d'ambassadeurs sur les visites de Malraux. Alors là, il a probablement pu agir en tant que semi-diplomate, mais jamais son ministère n'a eu la charge de la diplomatie culturelle. Et actuellement, on a ça a évolué, puisque c'est l'Institut français qui est maintenant un opérateur commun aux affaires étrangères et à la culture. Donc la culture a repris un petit peu de pouvoir. Est-ce que les initiatives doivent partir des ambassadeurs ou elles doivent partir des institutions parisiennes? Je vais vous raconter une histoire. Tout en vous disant que tous les instituts qui se sont développés, parce que nous ne sommes pas les seuls, l'Institut français, il y a le British Council, même les Chinois s'y sont mis, etc. Mais c'est conçu plutôt comme un instrument de soft power, plutôt que un instrument de pacification. Encore que ça reste très, 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 très courtois et très diplomatique. Mais par contre, j'ai trouvé une illustration totale des propos de Malraux au niveau international. Et ça vaut le coup, parce qu'il était une histoire absolument récente et assez amusante. Est-ce que vous vous souvenez de la démolition des temples de Tombouctou? Oui, c'était donc une secte islamique dans un pays musulman qui a détruit les temples oui, je crois que c'était des temples de Tombouctou qui étaient des tombeaux, oui, qui étaient érigés pour leurs saints, parce que c'était donc une fraction de musulmane qui admettait l'existence des saints, et ça a été démoli
par ceux qui disaient qu'il n'y avait qu'un seul lieu, et donc il fallait, pour lui faire plaisir, éliminer le reste. Donc vous avez là un bel exemple des liens entre cultures. C'est-à-dire on démolit ce qui ne correspond pas à vos idées. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'avait échappé, c'est que, étant donné qu'on était dans un État musulman, le pouvoir a traduit devant la Cour pénale internationale l'auteur du massacre des temples. Et ce garçon, il y a des photos sur Internet, c'est intéressant à voir, a écopé de 9 ans de prison. Et la procureure a vraiment utilisé les termes de Malraux. Je vais vous dire, elle a dit « Ce qui a été détruit dans la belle ville de Tombouctou, ce ne sont pas des pierres, mais un patrimoine mondial qui fait partie de notre identité commune. Les générations futures doivent être conscientes que tous les peuples de la Terre sont unis par des liens étroits et que les cultures fondent le patrimoine commun de l'humanité. » C'est la dame procureure. C'est intéressant parce qu'on a d'une part le massacre matériel, d'un côté culture au sein d'une même culture, et des défenses l'héritage de la culture mondiale. Ouais. Merci. Oui. Alors, je vais passer la parole sur ce. Est-ce que finalement, justement, quand on est un créateur, c'est pour ça que je vais passer la parole, Jean-Michel, est-ce que il peut exister une culture planétaire qui contribuerait à faire naître une espèce de fraternité mondiale? S'il y a une culture planétaire, elle vient de Google et elle vient de Microsoft. Ayant expérimenté à quelques reprises les instituts français, c'est quand on est dans des instituts français en Europe, en l'occurrence, ils pleurent tous. C'est un peu la misère. Il y a un sentiment de gêne de voir la francophonie ou la langue française réduite à la portion congrue par rapport à d'autres instituts. Et donc, on ne peut pas se voiler la face devant la faiblesse des moyens et l'abandon de... Alors, je sais pas, on ne peut plus parler de diplomatie culturelle, mais d'abandon pur et simple. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti à de nombreuses reprises, en Angleterre, en Hongrie, en Russie, en Belgique, enfin, à chaque fois qu'on a en Grèce, à chaque fois qu'on a des contacts en déplacement avec des instituts culturels, c'est un leitmotiv permanent de gens qui font un travail dans des conditions barrage contre le Pacifique, pratiquement. Oui, j'ai bien aimé qu'on rappelle cette idée fondatrice chez Malraux, que la culture puisse rapprocher les peuples et les hommes. Et au fond, c'est exactement la devise de l'UNESCO. Et le C dans UNESCO, c'est pour culture. Hein? Donc, il y a aussi l'éducation, il y a la science, mais donc l'éducation à la culture, et avec ce rêve, cette utopie, mais les utopies, il faut en avoir si on veut qu'elles se réalisent, cette utopie donc de prôner la paix, le dialogue des cultures, et quant à la question d'une culture commune ou d'un langage commun, on peut toujours rêver, hein? Il faut rêver, il faut bien rêver. Mais en fait, on parlait, oui, de tous ces, de l'Internet, en fait, et l'Internet ne fait qu'accélérer la diffusion de la culture, mais ne crée pas des contenus ou des œuvres. Et ce qu'il faut aussi garder en mémoire, c'est le fait que de nos jours, lorsqu'on parle d'art et de culture, on parle très souvent d'art actuel ou de culture,
Vous ouvrez les journaux, les magazines, on parle de culture. Qu'est-ce qui vient de sortir? La prochaine expo, le nouvel artiste. Et donc, on reste très ancré dans le présent. Hein? François Hartog, le grand historien français, parlait du présentisme comme d'un symptôme et de quelque chose qui est révélateur. Et donc, chez Malraux, la culture, cette idée de culture et d'art, nous imposait ou nous invitait à reculer de quelques siècles, de quelques millénaires, parce que cette culture-là était la plus stimulante, la plus intéressante et la plus nécessaire. Mais pour cela, il fallait des intermédiaires, des médiateurs, des éducateurs, des gens qui rendaient possible, premièrement, la circulation des œuvres d'art et de la culture, mais aussi l'interprétation, la contextualisation, puisqu'on ne connaît pas toutes les langues, on ne connaît pas le contexte qui a contribué à l'émergence des œuvres d'art et des cultures et de la circulation des cultures. Donc, on a toujours besoin d'éducateurs, de médiateurs ou simplement d'un petit cartel en bas de l'œuvre qui nous donne au moins le nom de l'artiste, le pays d'origine, l'année, etc. Donc, et c'est ce qui distingue, lorsqu'on veut distinguer l'art et la culture, au fond, l'art, ce sont les œuvres, alors que la culture, c'est tout ce qui nous permet d'apprécier l'art. Alors oui, l'art, on peut l'apprécier comme ça directement, sans aucun intermédiaire, sans aucune aide, mais on a aussi besoin, les deux sont nécessaires et les deux se complètent, on a aussi besoin d'éducateurs, de médiateurs qui nous permettent de donner un sens, ou du moins qui nous permettent de connaître quel était le sens à l'origine des œuvres que l'on observe, que l'on admire et qu'on veut connaître. Agnès? Moi, j'en suis tout à fait persuadée, à la condition que l'on s'entende sur la définition, enfin le terme de définition est bête d'ailleurs, sur la notion de culture telle qu'elle est développée par Malraux, et ensuite peut-être un exemple sur la manière dont la culture peut être un instrument de diplomatie ou de rencontre à des échelles plus grandes que l'échelle de la France. D'une part, la question de la culture, il faut quand même bien s'entendre, en tout cas me semble-t-il, sur ce que Malraux y met, c'est que c'est pas du divertissement, c'est pas du loisir, c'est pas de la délectation, c'est même tout le contraire, c'est une critique, c'est une maïeutique, c'est une éthique. Et en fait, grâce à la culture, il y a la possibilité, et en tout cas Malraux le croit, de proposer une méthodologie de l'expérience esthétique vécue. Et ça peut être partagé par tout le monde. Ça, c'est les années 60. Si on se place aujourd'hui dans les projets tels qu'ils évoquent la culture, j'en donnerai peut-être un exemple où il me semble que la question de l'exception culturelle à la française, elle est extraordinairement actuelle, sitôt que l'on engage des programmes universitaires nord-nord, nord-sud, sud-nord, sud-sud, etc. Ça permet finalement, y compris dans des temps de conflit, y compris dans des discussions qui sont par essence extraordinairement conflictuelles, de s'installer ailleurs. Et il y a une immense admiration. J'en ai été étonnée cette année même en discutant avec des partenaires chinois, des partenaires sud-américains, des partenaires nord-américains, des Africains, des Japonais, de considérer que cette grande culture française, me semble-t-il, sans médiation précisément, mais uniquement par ce choc amoureux, par ce coup de foudre esthétique qu'elle promeut, permet ce rassemblement de tous, est humaniste, est universel, est universaliste et est une possibilité de dialogue tout à fait intéressante, je pense. Guillaume, vous voulez... Oui, déjà, je voulais revenir sur des choses qui ont été dites plus avant sur la question de la diplomatie culturelle et du réseau des instituts. Alors déjà, il faut savoir que depuis les origines, le réseau culturel du Quai d'Orsay est en fait vu comme un réseau assez accessoire de la diplomatie. Les ambassadeurs veulent garder la main sur leur service et donc sont assez peu ouverts à ce que l'opérateur à Paris édite une politique, mais ça ne veut pas dire qu'au quotidien, ils s'occupent beaucoup de leurs instituts. En réalité, c'est plutôt pour eux un peu la danseuse qui fait joli en cas de coup de communication ou d'événement. Il n'y a pas réellement de politique
politiques liées au réseau culturel aujourd'hui. Et je dis ça, mes collègues du Quai d'Orsay ne seraient pas très d'accord, ne seraient pas très contents que je le dise, mais le fait est que là, il n'y a pas de mot d'ordre pour animer la politique culturelle. Donc le réseau subsiste, il a été construit depuis plus d'un siècle maintenant, mais par rapport à ce qui se faisait dans les années 30 ou les années 60, il n'y a plus du tout de politique générale. Dans les années 30, on avait en Europe la volonté très clairement, par le biais des réseaux d'instituts, de lutter contre le nazisme et contre le fascisme. C'était quelque chose de très clair. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté aussi nette. Et par ailleurs, ce réseau d'instituts, il ne faut jamais oublier que ce sont des services, on va dire, des excroissances françaises à l'étranger. Donc, ils ont un peu tendance à être un peu larmoyants comme tous les services administratifs français. Donc, quand ils parlent d'attrition des moyens, en réalité, ils sont pas plus à plaindre que les autres. Et ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est de s'autogérer, donc trouver des mécènes et trouver des financements issus du privé. Et ces financements, aujourd'hui, ils les trouvent. Ils sont financés tous les ans à plus de 60% par des entrepreneurs privés. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas la question réellement des moyens, c'est plutôt une question de philosophie et une question, encore une fois, de ligne directrice. Parce que c'est bien beau d'avoir du budget, mais encore faut-il savoir dans quelle direction ensuite on l'utilise. Après, je voudrais aussi rappeler que la diplomatie culturelle, c'est pas forcément vivre dans le monde de oui et dire on est tous beaux, on est tous gentils et on va tous s'embrasser. La diplomatie culturelle, c'est passer par le biais de la culture pour réussir à maintenir un dialogue et pour essayer de promouvoir la pensée française. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la diplomatie culturelle, elle n'est pas censée, en gros, faire du surplace. Elle est censée promouvoir la création française. Elle est censée promouvoir la littérature et la musique française et également sa langue, même si sur le terrain-là, la bataille est perdue depuis les années 50. Et dans ce domaine, le fait est que nous avons raté en fait le tournant technologique d'Internet. Parce que depuis l'avènement d'Internet, qui, je le rappelle, est sous le contrôle de l'étranger, ça signifie que tout ce qui est produit par l'étranger est mécaniquement mieux mis en valeur que ce que nous produisons nous. Et dans tous les foyers, qu'il s'agisse de la France, de l'Amérique, du Japon ou autre, ça veut dire que ce sont les produits, majoritairement anglo-saxons, qui arrivent d'abord dans les résultats et pas les produits français. Donc, il y a vraiment un problème majeur, c'est qu'il faut réapprendre à repenser ce que nous faisons dans le réseau et apprendre à épouser les évolutions sociales, bien évidemment, mais aussi les évolutions technologiques. Et ça, pour le moment, c'est quelque chose qui n'arrive que très lentement, quoi. Sur ce sujet, disons, du langage planétaire commun qui pourrait un jour advenir compte tenu des sensibilités, des expositions à l'art, à la culture, etc. Partage comme souvent les grands sujets, les optimistes et les pessimistes, mais c'est peut-être comme ça aussi qu'on avance, en proposant des choses utopiques et en étant, disons, replacé dans la réalité, c'est-à-dire le relatif, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut pas faire, par des plus pessimistes qui ont peut-être plus parfois le sens de certaines réalités. Alors, je vous remercie et vous dis que maintenant, nous avons le pot offert chez Françoise, c'est-à-dire le restaurant qui est quasiment en face, tout près, là, sous les Invalides, et offert par l'association des amis des archives diplomatiques. Voilà.